Et nous sommes en direct avec la journaliste d'investigation Amélie Ismaili. Merci de votre patience. Amélie Ismaili fait le tour des plateaux parce que c'est en France la journaliste d'investigation qui a le plus cartographié l'affaire du fonds Marianne, le scandale du fonds Marianne. Soyons très clairs avec cela. Le mot scandale est le plus adapté. D'ailleurs, selon les termes du juriste avocat français Régis de Castelnau, c'est carrément un scandale d'État. Amélie Ismaili a également travaillé avec Didier Maisto, qui a relu son enquête avant de commencer à la diffuser. Alors, soyons très clairs, avant de lui donner la parole, je considère en tout cas sur le plan éditorial que cette affaire, ce scandale, est beaucoup plus grave que le scandale des costumes de François Fillon ou de l'emploi fictif présumé de Pénélope Fillon. On parle, dans le cas Fillon, d'une affaire où, vous vous rappelez, il y avait eu des mots dièses, des hashtags, comme on dit de nos jours sur Twitter, qui disaient « rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent ». Et on avait détruit la carrière politique de François Fillon, qui était, comme vous vous en souvenez, le seul opposant politique sérieux à la carrière aussi fulgurante que synthétique d'Emmanuel Macron. Et dans ces hashtags rend l'argent, on avait mis une attention médiatique colossale, en particulier émanant du groupe Altis, on parle bien de BFM TV notamment, sur cette affaire des costumes de François Fillon et sur cette affaire de l'emploi fictif présumé de son épouse Pénélope Fillon. Or là, dans le fonds Marianne, pour résumer, on a tout de même une collecte de fonds au nom d'un crime abominable, l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et cette collecte de fonds, eh bien, il s'avère que sa traçabilité a été plus que douteuse et que les fonds collectés au nom de ce courageux professeur Samuel Paty ont été dépêchés, ont été envoyés vers des organisations plus ou moins sulfureuses, plus ou moins sérieuses, dont on ne sait pas trop ce qu'elles ont fait avec cet argent et surtout ce qu'elles ont livré. Amélie Ismaili, bonsoir. Est-ce que j'ai bon jusque-là? Oui, tout à fait. En fait, ce qui paraît vraiment obscur dans ce fonds Marianne, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il a été vraiment utilisé dans un but politique et absolument pas dans un but juste de faire de la rééducation citoyenne ou en tout cas de lutter contre le radicalisme religieux comme il a été présenté ouvertement par Marlène Schiappa. Et quand on regarde un petit peu les contenus ou en tout cas les associations qui ont été bénéficiaires, vous avez déjà, on retrouve surtout des bénéficiaires qui faisaient partie d'un écosystème sur lequel moi je travaille depuis déjà un petit moment, qui sont la dynamique des fact-checkers, mais surtout toute cette mouvance de l'anticomplotisme qui utilise un traitement d'information extrêmement biaisé au final. Et quand vous regardez à l'intérieur de ces différents bénéficiaires, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de liens entre eux. J'ai notamment parlé de Conspiracy Watch qui se retrouve dans les organismes de la LICRA. Les personnalités comme Rudy Reichstadt ou Tristan Mendes France sont énormément présents dans les contenus de la LICRA. Vous avez aussi la plateforme Sapio, qui a reçu 70 000 € du fonds Marianne, qui est également met en avant Rudy Reichstadt et un autre de ses collaborateurs, qui est Thomas Huchon. Et dans tout ça, on se rend compte que finalement, la question qui se pose, c'est quel était le but de ce fonds? Quels étaient les projets qu'il fallait mettre en avant? Et on se rend compte finalement que les projets n'avaient finalement très peu à voir avec une lutte contre le radicalisme religieux. Alors, revenons là-dessus justement. Vous êtes en train de nous dire, corrigez-moi si je me trompe, que le personnage de Rudy Reichstadt a été mis en avant par plusieurs organismes qui ont tous touché du fonds Marianne. Exactement. Donc il y a eu plusieurs entrées pour financer le même personnage. Alors, là, on rentre dans des questions un petit peu sensibles. C'est-à-dire que on n'a pas la preuve que à chaque fois, ces différents bénéficiaires ont rémunéré Rudy Reichstadt. Ah non, on ne parle pas de rémunérer là, pardon, financer. C'est vrai que soyons plus clairs. Les mêmes fonds ont circulé via plusieurs entrées pour à la fin mettre en avant le même personnage, oui ou non? Oui, mais plusieurs mêmes personnages. C'est-à-dire que les personnages, il y a Rudy Reichstadt, effectivement, mais vous avez également Thomas Huchon. Thomas Huchon, par exemple, c'est un journaliste
de la plateforme pas Sapio, pardon, mais Spicy. Mmh. Il a fait ce documentaire infodémique qui interviewe principalement Rudi Reichstadt et Gérard Bronner. Et ce documentaire, par exemple, vous le retrouvez sous la plateforme Spicy Educ, pour lequel Spicy a reçu 70 000 € du fonds Marianne. Et à chaque fois, dans les contenus, vous avez Rudi Reichstadt dans plusieurs de ses ressources, entre guillemets. Vous avez également Thomas Huchon qui est extrêmement présent. Et quand vous allez également sur la plateforme Sapio, qui a été créée par la LICRA, pour laquelle elle a reçu 95 000 € du fonds Marianne, de même, on retrouve principalement des vidéos de Rudi Reichstadt et notamment des vidéos de Tristan Mendes France, qui, comme on le sait, est un de ses collaborateurs aussi. Donc oui, ce sont ce qu'on appelle des complotologues, ce sont des experts autoproclamés contre le complotisme. Et ces personnes-là, elles sont à chaque fois mises en avant sous différents bénéficiaires. Et enfin, vous avez 20 000 € qui a été accordé à l'agence de P2L. Et cette agence, il se trouve que ça a été pour une production d'un documentaire, enfin d'une série de documentaires où on interviewe Thomas Huchon et Rudi Reichstadt. D'accord, donc on voit les mêmes personnes, plusieurs points d'entrée, mais à la fin une convergence de l'utilisation de ces fonds vers les mêmes personnes. Il a également été révélé d'ailleurs plus récemment que une organisation qui a répondu à l'appel d'offres a obtenu plusieurs dizaines de milliers d'euros avec un document Word qui faisait 7 phrases et qui a obtenu donc voilà plusieurs dizaines de milliers d'euros avec 7 phrases. Donc c'est à se demander si cet appel d'offres a bien été respecté et si le principe des marchés publics, même si en l'occurrence sur le plan légal, le cadre juridique des marchés publics n'est pas forcément celui qui serait invoqué dans le cas du fonds Marianne, mais est-ce que moralement le principe des marchés publics a été respecté? Il ne semble pas pour l'instant quand on voit que certaines réponses ont pu être faites avec seulement 7 phrases. Revenons à Conspiracy Watch et à ce que l'excellent philosophe français Alexis Haupt, que nous saluons d'ailleurs, appelle le complot-sophisme ou la complot-foutaise. Le complot-sophisme, c'est le terme académique, c'est le terme universitaire. La complot-foutaise, c'est le terme de tous les jours, c'est-à-dire traiter les gens de complotistes quand on n'a aucun argument contre eux. On sait que dernièrement, beaucoup de journalistes d'investigation ont été appelés complotistes. On a Matt Taibbi, par exemple, qui a révélé les Twitter leaks et les Twitter files et qui a démontré que le FBI s'était ingéré dans la censure sur Twitter avant qu'Elon Musk ne rachète cette société. C'était considéré comme une théorie du complot, ça s'est avéré être exact et authentique. On a eu Seymour Hersh, peut-être le plus grand journaliste d'investigation vivant, qui a révélé que le Nord Stream a bien été saboté par le soutien de l'OTAN et de la CIA. Seymour Hersh, qui avait tout de même révélé à l'époque le massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam, a été traité de complotiste. Donc on voit bien que le complosophisme et la complot-foutaise existent. En l'occurrence, les personnes que vous avez citées sont d'éminents représentants de la complot-foutaise et du complosophisme. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête sur Conspiracy Watch, qui a été cité à plusieurs reprises dans l'autre scandale Fact and Furious, qui est un scandale antérieur. Mais j'aimerais savoir un peu ce qu'est cette organisation. Alors, pour mieux la comprendre, rappelons qu'il existait aux États-Unis une organisation qui s'appelait Campus Watch et qui avait été créée par un personnage extrêmement sulfureux qui s'appelle Daniel Pipes et que Campus Watch avait été créé spécifiquement pour terrifier intellectuellement les universitaires qui s'opposeraient à la guerre en Irak. Campus Watch avait mené des campagnes de fichage, des campagnes de naming and shaming et des campagnes de terrorisme intellectuel. Appelons les choses par leur nom. Le terrorisme intellectuel, rappelons-le, c'est ce que Montaigne appelle la tyrannie parlière. Aujourd'hui, on parle plutôt de naming and shaming. On va y revenir avec vous, Amélie Ismaili. Donc, Campus Watch, CW, pareil. Campus Watch, créé, je crois, autour de 2003, faisait du terrorisme intellectuel sur des universitaires qui osaient s'opposer à la guerre en Irak et qui osaient dire que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. On sait aujourd'hui que c'est vrai, mais à l'époque, c'était complotiste de parler comme ça. En tant que spécialiste de la sphère complosophiste, Amélie Ismaili, est-ce que vous pensez qu'on peut comparer, dans une certaine mesure, Campus Watch et Conspiracy Watch? Alors, je ne me permettrai pas de dire que je suis spécialiste, c'est juste que effectivement, j'observe comment fonctionne
ce terrorisme intellectuel, on peut remonter en fait aux néoconservateurs qu'incarnait par exemple BHL, qui étaient des personnes qui allaient sur les plateaux télé pour promouvoir la guerre en Irak, effectivement, de s'allier. Guerre en Irak qu'on a effectivement, pardon, excusez-moi, cette guerre en Irak où heureusement on n'est pas allé. Et à l'époque, vous aviez tout un tas d'intellectuels qui se montraient sur les plateaux et on les a appelés les néoconservateurs. Et On faisait partie le mentor de Rudi Reichstadt, si je ne me trompe pas, Monsieur Taguieff. Exactement, tout à fait. Et en fait, toutes ces personnes-là, elles font partie d'une mouvance qui est très américaine, qui en fait, on soupçonne énormément une influence des États-Unis dedans, puisqu'il s'agit toujours de montrer d'aller vers les intérêts des États-Unis. Et derrière ça, vous avez une propagande qui est faite autour de la notion de complotisme. Il faut savoir que le complotisme, c'est une notion extrêmement fourre-tout, sur laquelle on n'a pas de définition précise, sur laquelle aucun chercheur ne se permet de donner une définition, de dire à quel profil sociologique ça ressemble, quelle est la rhétorique derrière ça. Et on se rend compte au final que c'est surtout un argument qui permet de discréditer des personnes dont l'opinion dérange, ou globalement, tout ce qui va donner une information qui va aller à l'encontre de cette propagande très néoconservatrice américaine pour pouvoir les discréditer. Et finalement, ce qui s'est passé avec Campus Watch se retrouve dans beaucoup de nations européennes. Et Conspiracy Watch, évidemment, déjà, on a les mêmes sigles, ça paraît assez évident, mais surtout, vous avez l'exemple du Russiagate. Le Russiagate, alors je ne sais pas si on peut en parler, mais le Russiagate, on en parle en ce moment par rapport au rapport de John Gurman qui vient d'être publié, qui remet en cause justement cette théorie d'une influence de Kremlin dans la campagne présidentielle de 2016. Et aujourd'hui, on voit avec le rapport Durham que cette théorie a été instrumentalisée, qu'il y a eu une enquête partielle avec des éléments douteux qui ont été utilisés. Et surtout, ce que pointe Durham, c'est un manque d'objectivité de la part du FBI. Et cette théorie qui, finalement, s'est avérée sans preuve, a été propagée par Conspiracy Watch. Et vous avez un article de Acrimed qui dénonce justement le fait que ces complotologues se sont permis de faire eux-mêmes de la fake news et eux-mêmes du complotisme au final. Alors, arrêtons-nous là-dessus 5 minutes. On a en effet, rappelons les faits, on a le rapport Durham, en effet, aux États-Unis, d'un procureur spécial qui a confirmé et qui a même cité des témoins parmi le FBI et la CIA, des hauts fonctionnaires américains ont confirmé qu'ils avaient propagé dans la presse ou qu'ils avaient été témoins de propagation dans la presse de désinformation concernant Donald Trump et qu'il avait été fuité dans la presse que Donald Trump était un pion de la Russie, qu'il était ou financé ou soutenu par Vladimir Poutine, et des hauts fonctionnaires américains ont témoigné dans ce rapport Durham que c'était une intox et qu'il y a bien eu des hauts fonctionnaires qui ont participé à cette intox. Ok, ça c'est le rapport Durham. Ce que je ne savais pas avant d'attaquer cette interview, c'est que l'organisme de Rudi Reichstadt, un organisme par ailleurs assez flou, on ne sait pas qui y travaille, combien d'employés il a, qu'est-ce qui justifie qu'il ait pris autant d'argent, 60 000 €, on va y revenir. Mais là, vous venez de me dire, on sait que les collusions entre Trump et la Russie étaient une désinformation, que les gens qui disaient que c'était une désinformation ont été appelés complotistes, d'une part. Et d'autre part, que Rudi Reichstadt et son organisation ont repris cette désinformation qui est prouvée être une désinformation aujourd'hui par le rapport Durham, n'est-ce pas ? Et ont pratiqué donc le complosophisme, la complofoutaise, puisqu'ils ont traité de complotistes les gens qui avaient raison, qui disaient c'est de la désinformation, et qu'eux-mêmes ont propagé cette désinformation, oui ou non ? Alors, en fait, plus particulièrement, ils ont partagé le dossier Phase, en fait, qui était un dossier où on a eu rapidement des faits qui montraient qu'en fait, ça a été une instrumentalisation totale et que ce n'était absolument pas neutre et que ça faisait de la désinformation. Et bien avant, ça c'était bien avant le rapport Conspiracy Watch a-t-il repris cette désinformation, oui ou non ?
Conspiracy Watch a repris cette désinformation, D'accord. effectivement. Et, et au final, ils se sont à peine excusés, puisque c'était des informations qui n'avaient aucun élément tangible, aucun élément de preuve, qui avaient été énormément partagées par les médias américains. Mais à l'époque, les médias français étaient déjà un petit peu plus nuancés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais des acteurs comme Conspiracy Watch et Tristan Mendes France, par contre, se sont permis de parler de cette théorie comme si c'était une théorie absolument sûre, comme si c'était Sans prouvé. l'avoir vérifié et sans avoir pratiqué le journalisme le plus élémentaire, c'est-à-dire vérifier l'information. Ce ne sont pas des journalistes, en fait. Il faut savoir que quand on parle des fact-checkers, on parle effectivement de journalistes, c'est-à-dire des personnes qui sont employées par des médias. Mmh. Là, on parle de personnes qui sont autoproclamés experts en complotisme. Mais ils ne viennent pas de la recherche, ils ne viennent pas d'organismes spécialistes, de mouvements sociaux. En fait, ce sont des personnes qui juste se sont mis à faire un média. En tout cas, Rudi Reichstad, il utilise beaucoup cet argument très vraiment de héros qui s'est mis à combattre la désinformation et le complotisme en ligne et qu'il a créé tout seul avec ses petites mains ce fameux Alors qu'en média qui... réalité, non seulement il a fait carrière dans le complosophisme et dans la sphère complosophiste en France, mais en plus de ça, il a touché des aides très conséquentes. Là, on parle de 60 000 €, ne serait-ce que pour son organisation personnelle Conspiracy Watch. Alors, on parle de 60 000 € actuellement. Il faut savoir que ça a été renouvelé en 2023, Mmh. puisque en dehors du fonds Marianne, ils ont continué à toucher des subventions publiques. Mmh. Et avant ça, depuis 2018, ils touchaient, selon les propos de Rudi Reichstad, environ 30 000 €. Donc, c'est ça aussi qui est Et des intriguant. accès en nature. Soulignons ça aussi, des accès en nature, c'est-à-dire des accès à des plateaux, des réseaux, des émissions qui leur sont ouvertes pour faire la promotion de leurs ouvrages ou de leurs vidéos qui autrement ne font pas beaucoup de vues. Oui, mais ça, c'est lié à un entre-soi sociologique lié Mmh. au journalisme parisien très proche du service public que vous retrouvez sur France Inter ou globalement à France Télévisions. Ce sont des personnages qui ont des réseaux importants, comme l'avait BHL, par exemple. Donc, Mmh. ce sont des personnes qui ont l'écoute des médias, des grands médias. France Inter, il faut savoir que c'est 7 millions d'auditeurs encore tous les matins. Donc, ils ont un réseau extrêmement important. Et ces personnes sont toujours invitées comme des experts, alors que, encore une fois, ce sont des experts autoproclamés. Ils n'ont aucune Et preuve de leur expertise. qui ont propagé des désinformations. On se souvient dans le cas de Rudi Reichstad, par exemple, qu'il avait écrit noir sur blanc la possibilité que le SARS-CoV-2 émane d'un laboratoire ne souffre aucune controverse, c'est faux. Il avait clairement tweeté cela et il avait diffusé cela. Il n'est pas possible que le virus vienne d'un laboratoire. Or, aujourd'hui, nous avons des informations qui ouvrent tout à fait la possibilité de cette hypothèse, et même d'ailleurs, certains journalistes sont allés plus loin en ce sens. Donc là, quand même, on a un problème sur l'information et la désinformation. C'est-à-dire, on sait que certains fact-checkers, et vous avez souligné que Rudi Reichstad n'est pas un fact-checker. Sa formation, d'ailleurs, est assez peu claire. Mais, ok, ce n'est pas un fact-checker, ce n'est pas un journaliste. Cependant, quand il dit cette possibilité-là est à écarter totalement, je détiens la vérité sans avoir vérifié l'information, bah, qu'est-ce qu'il pratique du coup, l'influence ou le journalisme? Alors, encore une fois, ils ne pratiquent pas vraiment du journalisme, ils pratiquent de la Donc il propagande. pratique l'influence. Il pratique une influence, effectivement. C'est une stratégie de communication. Et c'est un bon exemple, ça, cette théorie sur le virus fabriqué en laboratoire, parce qu'à l'époque, Rudi Reichstad, en tout cas Conspiracy Watch, a Mmh. fait un pseudo-sondage qui a été partagé par la plupart des fact-checkers de la presse mainstream, où on expliquait que cette théorie complotiste, qui ne revêt d'aucune preuve, qui est absolument fausse, on en est certain, elle était en lien, en tout cas partagée principalement par des personnes qui sont partisanes de l'extrême droite. Donc ça, c'est clairement une manière de empoisonner le puits, Oui, c'est-à-dire de... d'amalgamer. Exactement, on fait un déshonneur par association qui est complètement absurde, parce que ce qu'on peut considérer qu'une théorie,
et peut-être lié à une mouvance politique. Ça n'a aucun sens de parler d'une hypothèse scientifique comme une opinion politique. Or, là, c'est ce qui a été fait par des espèces de liens fabriqués, entre guillemets, par des algorithmes. Et ce sondage-là, par exemple, cette théorie montrée comme complotiste, qui est absolument fausse, elle est partagée dans ce documentaire infodémique que vous retrouvez dans les contenus de Spicy Educ, par exemple. On C'est-à-dire voit que une vraie consanguinité. Il faut être très clair. Il y a une nébuleuse du complosophisme en France, il y a une nébuleuse de la complofoutaise. Ils se citent mutuellement, ils bénéficient de fonds publics par plusieurs points d'entrée, mais en réalité, c'est une seule et même pensée qui a plusieurs noms, qui peut avoir plusieurs instituts qui en défendent la pensée, mais en réalité, c'est une seule pensée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une seule pensée? En tout cas, moi, il y a une conférence Ils se contredisent entre eux. C'est aussi simple que ça. Bah, en tout cas, oui, mais de toute façon, c'est toujours c'est toujours un argument qui est inversé. C'est-à-dire on parle de complotisme, mais finalement, on utilise une rhétorique complotiste. La théorie du complot russe qui influence les élections présidentielles américaines et françaises. Il faut savoir que cette théorie a aussi été partagée par les équipes d'Emmanuel Macron en 2017, au moment de la campagne présidentielle, qui avait une influence russe pour discréditer le futur président. Et en fait, tout ça, ça relève de ce qu'eux-mêmes désignent comme une rhétorique complotiste. C'est-à-dire une théorie en tout cas, de stratégie d'influence qui va utiliser des sphères un peu obscures pour, en tout cas, fabriquer ou en tout cas influencer l'opinion publique. Et ce que pour eux, ils considèrent comme du complotisme, c'est tout simplement, ça relève de la propagande politique comme il y en a toujours été. Et c'est là où on voit qu'il y a un biais. Il y a un biais idéologique dans tout ça. Et quand on regarde un petit peu les personnes qui composent ces experts de l'anticomplotisme, finalement, on se rend compte qu'elles ont toutes un petit peu la même idéologie politique. Et on le voit parce qu'elles appartiennent souvent à des think tanks. Vous avez la Fondation Jean Jaurès, par exemple, c'est un très bon exemple, qui est un think tank qui a ouvertement fait campagne pour Emmanuel Macron. Et ces think tanks-là, ce sont des think tanks qui ont une vision très néolibérale de la société. Alors, pardonnez-moi, mais posons une question simple. Est-ce que dans le fonds Marianne, vous avez vu un seul récipiendaire qui était un opposant ou qui était contre la pensée de La République En Marche et d'Emmanuel Macron? Clairement, non. Clairement, non. Non, clairement, non. Alors donc, après, il y a certains contenus... Pardonnez-moi, mais la lutte contre le séparatisme est devenue, en fait, une lutte pour soutenir la pensée dominante, Renaissance, La République En Marche. Puisque on aurait pu imaginer, dans une république normale, puisqu'après tout, la république, ça veut dire la chose publique, dans une république normale et saine, on aurait pu imaginer qu'un fonds qui a été collecté au-delà des impôts fut distribué à travers tout un tas d'organisations avec une neutralité politique totale, c'est-à-dire qu'on aurait eu un peu de soutien à Renaissance, un peu de soutien à la France Insoumise, un peu de soutien à ce que vous voulez. Or là, ce n'est absolument pas cela qu'on a vu. L'immense majorité, si ce n'est la totalité des récipiendaires du fonds Marianne sont des proches de la pensée macroniste, oui ou non? En fait, il y a plusieurs organismes qui montrent clairement des personnalités qui sont proches macronistes. Rudi Reichstadt, on peut difficilement dire, en tout cas, il ne s'est pas manifesté ouvertement. Il n'a jamais critiqué la Macronie de près ou de loin. Il n'a jamais critiqué, en tout cas, on s'en doute fortement. Mais par exemple, Gérard Bronner, on a vu une vidéo récemment. Alors, pardonnez-moi, qui est Gérald Bronner? Qui est ce personnage? Alors, Gérard Bronner, pareil, c'est un autre personnage qui est l'expert en anticomplotisme. C'est un sociologue. Et c'est une personne, pareil, qui a une écoute énorme de tous les médias, qui est derrière, en tout cas, la commission Bronner, qui était une commission fondée par Emmanuel Macron pour combattre la désinformation sur Internet. Et cette personne, elle est très intéressante parce qu'elle travaille déjà beaucoup avec l'industrie pharmaceutique. On la retrouve dans les conférences du LEM.
Mhm. Et elle se retrouve derrière énormément de réseaux qui font cette fameuse lutte contre la désinformation, qui est toujours une lutte extrêmement biaisée. Et le Et vous business du conflosophisme comme d'habitude, quoi. exactement, vous le retrouvez chez Conspiracy Watch, vous le retrouvez aussi à derrière un autre organisme qui s'appelle l'AFIS, dont il faudra peut-être parler, qui est une mouvance de rationalisme scientifique qui Mhm. est derrière beaucoup de comptes Twitter et beaucoup de chaînes YouTube qui font soi-disant du fact-checking. Et Gérard Bronner, on retrouve dans beaucoup de ces réseaux qui font soi-disant de la lutte contre la désinformation. Et on sait que Gérard Bronner, c'est quelqu'un qui est ouvertement macroniste. Mais Mhm. au-delà de ça, vous avez Alors, il est également... tellement macroniste qu'il a même déclaré dans une chaîne du groupe de Patrick Drahi, il a même déclaré Macron a tout réussi, si ce n'est le concours d'entrée de Normal Sup. Il a tout, sa carrière est un immense succès. Il a même réussi à séduire sa professeure de théâtre. C'est vous dire si c'est un homme couronné de succès. C'est le genre de choses qu'on a pu entendre Gérald Bronner proférer sur une chaîne du bouquet Patrick Drahi, du bouquet Altis. Alors là, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un anti-macroniste. Mais alors, c'est même plus intéressant que ça. Quand vous lisez les écrits, ces interviews, etc., il y a un moment où Gérard Bronner explique que toutes les personnes qui critiquent, enfin, en tout cas les critiques à l'égard d'Emmanuel Macron, sont du complotisme. Ah oui. Il dit ouvertement ça. Donc, je veux On dire, c'est psychiatrise les opposants, quoi. C'est comme du bon vieux temps de la exactement. Stasi. On dit, voilà, écoutez, si vous êtes contre le comité central du parti, vous allez faire une petite cure psychiatrique en Sibérie. Et on est en train d'assister à des dérives assez comparables. C'est On n'est pas amusant. loin de ça. En fait, comme sa théorie, c'est qu'il y a ce qu'il appelle une dérégulation du marché de l'information. Mhm. C'est-à-dire que depuis l'avènement d'Internet, l'information n'est plus cantonnée à la presse et en tout cas à des organes subventionnés, des professionnels de l'information. Maintenant, l'information circule à travers les réseaux sociaux et à travers Internet globalement, ce qui fait que finalement, tous les citoyens peuvent partager une information sans être, entre guillemets, des professionnels de l'information. Et pour lui, c'est ça qui est dérangeant et qui pose problème dans une démocratie, puisque comme ce ne sont pas des experts, en tout cas comme les citoyens ne sont pas capables d'avoir ce traitement de l'information, eh bien, on en arrive à du complotisme, en tout cas, des fake news, la propagation des fake news. Et en fait, ce qui est intéressant chez Gérard Bronner, c'est qu'il explique que, en fait, le complotisme, c'est la critique des élites. C'est la critique, en fait, de toutes les personnes qui ont réussi et qu'il y a un biais derrière ça pour dire que finalement, ces élites nous veulent du mal. Et pour lui, c'est ça le complotisme. C'est l'idée que les élites ne veulent pas notre bien, qu'elles sont là peut-être pour soit faire de l'argent, soit en tout cas soumettre le peuple et aller à l'encontre de la démocratie. Et ce que lui explique, c'est que toutes les personnes qui vont avoir un petit peu ce discours-là ont un discours complotiste. Et Oui, elles donc, sont à deux doigts finalement, du complotisme. derrière la Il y a ce critique déshonneur d'Emmanuel par Macron, association dont vous parliez. Donc concrètement, avec Gérald Bronner, qui se déclare en effet sociologue, on est à deux doigts d'une affirmation qu'il n'ose tout de même pas proférer encore, qui est que l'opposition démocratique, le débat démocratique, qui consiste à critiquer le pouvoir en place, est la première marche vers le complotisme. oui, en tout cas, c'est sa vision des choses. Globalement, lui, ce qu'il dit, c'est que le complotisme, c'est la critique des médias subventionnés, de la presse traditionnelle. Mais au-delà de ça, il a vraiment un discours très macroniste où il explique que la critique à l'encontre d'Emmanuel Macron, c'est souvent une critique par rapport à un élitisme, par rapport à une plutocratie. Et lui, il considère que cette réussite des élites, et en tout cas la critique de la réussite de ces élites-là, ça relève du complotisme et que le peuple qui pense ça est irrationnel et n'accepte pas cette réussite. Donc Alors, on il a a tout de même, Amélie Ismaili, on a tout de même l'impression que le fonds Marianne est allé à une certaine brochette de courtisans quand on vous écoute. Mais complètement, mais j'en ai même la preuve, par exemple, vous avez deux organisations, en tout cas deux bénéficiaires du fonds Marianne, Civic Fab et France Fraternité.
Civic Fab a reçu 315 400 euros du Fonds Marianne et France Fraternité 60 000 euros. Derrière ces deux organisations, vous avez un cabinet de conseil qui s'appelle Antidox, dont le fondateur Xavier de Maison fait partie des comités d'honneur et en tout cas de la gouvernance de ces deux organismes bénéficiaires. Et quand vous allez encore une fois, les comités éditoriaux, vous retrouvez des personnes qui sont ouvertement macronistes. Vous avez par exemple Karim Amellal, qui est une personne qui s'est présentée par exemple aux élections municipales en 2017 sur la liste d'Emmanuel Macron, et qui avait par exemple fait un collectif de soutien à Emmanuel Macron, je crois en 2017. Donc pour dire, c'est une personne ouvertement macroniste. Et quand on retrouve ce personnage chez Civic Fab et France Fraternité. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant dans les contenus qui ont été fabriqués par ces organismes, c'est qu'il y a un biais politique évident. Civic Fab a créé un média qui s'appelle Nuance, alors non, What the Fake à l'époque, média pour lutter contre la désinformation. Ce média, il existe depuis 2016. Et en 2017, vous avez une dizaine d'articles qui ont été produits extrêmement favorables à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on explique que la désinformation, elle touche principalement celui qui était à l'époque uniquement candidat. Il était juste candidat à la présidentielle. Et ça a été produit avant les élections, en tout cas pendant la période des élections présidentielles. Ces articles-là expliquent que la désinformation touche principalement Emmanuel Macron, qu'il y a la fachosphère s'attaque à Emmanuel Macron, qu'il y a des réseaux antisémites qui s'attaquent à Emmanuel Macron, et également ils expliquent cette fameuse théorie du complot russe, que ce sont les médias russes RT et Sputnik, dont on sait qu'a été fustigé par Emmanuel Macron depuis déjà un moment, et que ces médias-là font des fake news contre Emmanuel Macron, et à aucun moment vous avez la preuve de ces fameuses fake news. Donc, tous ces articles-là montrent clairement qu'il y a une propagande politique derrière un média qui, soi-disant, se disait neutre. Et donc, quand on peut regardez, très légitimement se poser la question de savoir si le Fonds Marianne n'a pas servi à réaliser de la propagande politique, en partie, peut-être qu'en autre partie, il a pu peut-être par coïncidence, disons, servir son but ultime, qui était la lutte contre le séparatisme et l'intégrisme religieux. Mais je dois vous poser cette question simple et claire. Amélie Ismaili, du résultat de votre enquête, est-ce que, en votre âme et conscience, vous êtes convaincue de ce que cet argent aurait pu être mieux employé, oui ou non? Oui, bien sûr, mais je ne suis pas la seule d'ailleurs. Régis de Castelnau en a très bien parlé. Il est évident qu'il y a des associations qui luttent contre le radicalisme religieux, il y en a. Il y en a beaucoup. Elles font des campagnes, elles vont beaucoup dans les cités, elles travaillent beaucoup avec des acteurs locaux. Et ces associations-là ne se retrouvent pas bénéficiaires du Fonds Marianne. Alors qu'à l'inverse, vous avez Conspiracy Watch qui ne parle quasiment pas du radicalisme religieux et qui se retrouve bénéficiaire. Qui n'est surtout pas qualifié pour en parler. Quelles sont les qualifications de Rudi Reichstadt? Justement, il n'en a pas vraiment. À part avoir écrit quelques livres, avoir fondé Conspiracy Watch, il n'en a pas. Mais c'est pareil pour Tristan Mendes France. Ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées. À la limite, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais à la limite, Tristan Mendes France a des expériences d'enseignement, même s'il n'a pas de doctorat. Il a des expériences d'enseignement comme enseignant associé. Et puis bon, alors après, évidemment, si on veut se lancer dans le dynastisme, on pourrait dire qu'il appartient tout de même à une famille qui aurait pu lui transmettre une partie de ses valeurs, de ses compétences, même si les mauvaises langues diront que son grand-père était un grand homme et qu'il est ce qu'il en reste. Mais tout de même, Tristan Mendes France, en termes de qualification, me semble exponentiellement plus qualifié que Rudi Reichstadt. En tout cas, il a très peu publié en termes de recherche. Mais bon, après, ça sonne un petit peu comme des critiques que vous recevez. Non, mais c'est un éducateur. C'est un éducateur. En tout cas, c'est une personne, moi je pense surtout, qui fait partie de la Fondation Jean Jaurès et qui a un biais politique évident. Oui, le biais politique, on est tous certains de cela. On voit bien que les récipiendaires des fonds Marianne ont tous plus ou moins le même biais politique. On va y revenir d'ailleurs. J'avais d'autres questions à vous poser. Donc, déjà,
60 000 euros, ce qui a été touché par Conspiracy Watch directement, mais on a vu aussi quelques avantages indirects. Est-ce que le travail fourni vous semble à la hauteur? Parce que 60 000 euros, c'est une grosse bourse de doctorat. C'est ce que ça coûte à l'État, une bourse de doctorat pour 3 ans. Est-ce que le travail qui a été fourni vous semble à la hauteur, ne serait-ce que d'un semestre de doctorat? Alors, en fait, le travail qui a été fourni, et là, je parle sur l'article de Check News qui a été sur la liste des bénéficiaires. Il semble que ça a été permis pour un projet qui s'appelle Riposte, qui était un projet pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'épingler des opinions, entre guillemets, de désinformation et de renvoyer à chaque fois vers des articles de fact-checking ou des fiches de Conspiracy Watch. Il se trouve que ce projet, il date de 2018, donc il était créé bien avant la création du Fonds Marianne, et surtout, il était déjà financé par l'Institut for Strategic Dialogue et par Google et Bing à l'époque. Et c'était dans le cadre d'un label qui s'appelle Attendez, qu'on remette les choses au clair. Vous êtes en train de dire que quelque chose qui a touché des fonds Marianne donnés par les Français était déjà financé par Google, était déjà financé par l'Institute for Strategic Dialogue sur lequel on va revenir, et était déjà financé par Bing, qui sont 3 entités milliardaires ou financées par des milliardaires. On a donc donné de l'argent collecté au nom de la mort d'un martyr français par des classes moyennes françaises, des petites économies françaises. Enfin, le fonds Marianne, c'était pas mirobolant non plus. On a donné cet argent qui aurait dû aller droit aux associations en banlieue, qui aurait dû aller droit aux acteurs de terrain, à des gloubi-boulgas financés par Bing, donc Microsoft, Google et l'ISD. L'ISD qui est financé notamment par Bill Gates. Oui, c'est ça que vous nous dites. C'était un projet qui était fait déjà en partenariat avec l'ISD. Et ce projet-là existait bien avant la création du Fonds Marianne. Donc ça, déjà, ça pose question. C'est scandaleux. C'est surtout que ce qui explique, en tout cas cet article de Libération également, c'est que les contenus n'ont pas vraiment été renouvelés. Qu'il y a eu des contenus qui ont été créés dans le cadre de ce projet au moment, en tout cas dans la période, dans le calendrier du Fonds Marianne, mais que c'était juste une continuité. Et ce qui interroge, c'est que comment se fait-il que l'appel à projet était censé être fait pour des projets nouveaux? Or là, ça n'a pas été le cas. Donc ça, déjà, ça interroge beaucoup sur comment a été utilisé ce fonds. Je reparlais encore de CivicFab parce que c'est intéressant, cette création d'un cabinet de conseil. CivicFab également a fait des projets avec l'Institut for Strategic Dialogue. C'était un projet qui s'appelait Sens Critique. Et encore une fois, c'était un projet qui était financé par l'Institut for Strategic Dialogue et par des partenaires importants. Donc, toutes ces questions-là, comment se fait-il qu'un appel à projet pour des projets nouveaux, pour lutter contre le radicalisme religieux, se retrouve dans finalement des projets qui existaient déjà, qui avaient déjà des financements qui étaient déjà très bien financés. C'est déjà vraiment extrêmement bien financés. Qui n'avaient pas besoin d'argent et qui avaient des infrastructures. Mais revenons sur ce suspect colossal qui est l'Institute for Strategic Dialogue. Alors, j'ai lu vos travaux, je me suis renseigné. De ce que j'ai appris, l'Institute for Strategic Dialogue est une ONG basée au Royaume-Uni, ce qui déjà pose un problème fondamental. On a donc de l'argent du Fonds Marianne qui est parti dans une ONG qui est britannique. Rien que ça me semble tout à fait fantasque. Elle n'est pas tout à fait britannique. En fait, elle est liée à un consortium venant des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France et de l'Allemagne, globalement. Sur le plan de la personnalité morale, c'est une personne morale britannique. L'ISD est une personne morale britannique. Donc, on a une organisation qui est sise à Londres qui a touché de l'argent du Fonds Marianne. Donc, Londres a déjà ses propres problèmes de fondamentalisme ou pas. Ils ont leur propre levée de fonds, leur propre financement et surtout leur propre législation. On ne sait même pas, il faudrait demander à Régis de Castelnau ou à d'autres juristes, on ne sait même pas s'il est légal d'avoir employé de l'argent collecté au nom de Samuel Paty, martyr français, pour l'envoyer au Royaume-Uni. Ça, c'est un premier point. L'ISD a touché 80 000 euros du Fonds Marianne
Et là, moi, j'apprends que l'ISD est financé par la fondation Bill et Melinda Gates, ils s'en vantent, et par la fondation George Soros, l'Open Society Foundation, entre Entre autres. autres, entre autres, Alors, là, vous avez des financements qui viennent, par exemple, de la National Endowment for Democracy. oui, qui est un paravent de la CIA. Beaucoup de journalistes, notamment au monde diplomatique, Exactement. l'ont confirmé. Donc, attendez, on a une ONG qui fait de l'influence et qui fait du name and shame. Je me suis penché un petit peu sur l'Institute for Strategic Dialogue, c'est très intéressant. Dans certaines de leurs publications, ils se vantent des attaques contre Didier Raoult. Ils parlent de faire du naming and shaming, donc du terrorisme intellectuel. Et il se vante de ce que la vidéo de votre serviteur pour soutenir Didier Raoult ait été censurée sur YouTube. Alors déjà, il y a un aspect moral, c'est-à-dire est-ce qu'on peut légitimement confier des fonds qui ont été collectés pour lutter contre le terrorisme à des gens qui pratiquent le terrorisme intellectuel? C'est une question morale qu'on doit poser, d'une part. Mais d'autre part, est-ce que l'ISD, qui est déjà financé par 2 milliardaires ultra-sulfureux, rappelons un petit peu le palmarès, George Soros a été condamné en France pour des délits financiers graves. On parle de délits d'initiés. Et George Soros a commis du terrorisme financier contre la Banque d'Angleterre. C'est de notoriété publique. Et il a été sous enquête pour cela. Et donc en France, encore une fois, condamné pour délit d'initié. George Soros n'est pas du tout un personnage que l'on pourrait qualifier de clair et de limpide. Il est même complètement un personnage ultra sulfureux. Ensuite, Bill Gates. Alors, Bill Gates a été réprimé, lui et son organisation, par la justice américaine dans l'affaire antitrust de la fin des années 90. Bill Gates est un personnage sulfureux, on le sait. Il a d'ailleurs été sur le flight log de Monsieur Epstein, donc c'est pas du tout un personnage qui est haut dans la fréquentabilité, mais c'est surtout un milliardaire. Comment a-t-on pu donner à un organisme qui est financé par 2 milliardaires ultra-sulfureux, on peut le dire de façon objective et factuelle, comment a-t-on pu donner 80 000 € du fonds Marianne à un organisme qui pratique le naming and shaming, qui se vante de faire de l'analyse de réseaux sociaux pour le naming and shaming, qui est une forme de terrorisme intellectuel, qui est, soyons clairs, une forme de ciblage, puisque le naming and shaming, c'est du ciblage, c'est ce que les Américains appellent aussi de la target designation, c'est-à-dire désigner des cibles. Quel est le lien entre une organisation qui désigne Didier Raoult ou Alexandra Orion-Caude ou le professeur Perron ou votre serviteur comme cible et la lutte pour empêcher que le drame Paty se reproduise? Expliquez-moi. Alors, déjà, l'ISD, c'est entre guillemets, une organisation qui est présente partout dans le monde. Donc, elle n'est pas juste britannique. En tout cas, elle est présente partout dans le monde. Et c'est un organisme. Non, mais attendez, McDonald's est présent partout dans le monde. McDonald's est une société américaine. Oui, on est d'accord. Rien. Elle se revendique ouvertement appartenant à un consortium entre plusieurs pays. Mais quoi qu'il en soit, il y a un ISD France qui existe. Et cet ISD France travaille avec l'Institut Montaigne directement. L'Institut Montaigne, également, on sait, qui a été présidé par un macroniste convaincu, qui a dû démissionner d'ailleurs, parce qu'il se trouve qu'il se retrouve dans des affaires où il a drogué une de ses collaboratrices. Mais quoi qu'il en soit, il était ouvertement macroniste. C'est un think tank macroniste, clairement. Et l'Institut Montaigne travaille avec l'ISD, fournit des rapports. Et là où il s'estime légitime, c'est qu'en fait, le but, en tout cas, de cet organisme, c'est de lutter contre les discours de haine de manière globale, contre le racisme, contre l'antisémitisme, le radicalisme religieux en fait partie, et ce qu'ils appellent la désinformation. Et dans ces rapports, de nouveau, on voit qu'on est vraiment dans un biais idéologique qui est toujours très en faveur de la vision sociétale d'Emmanuel Macron, mais globalement plutôt la vision des globalistes, on pourrait dire, c'est-à-dire de cette idéologie où il n'y a pas de frontières, où on est vraiment sur où il faut ce qu'on appelle du néolibéralisme au final, c'est-à-dire que c'est les partenariats privés, c'est le privé qui va remplacer le public, c'est la mondialisation sans frontières où les peuples se déplacent sans problème, où on utilise des masses de travailleurs, où on est toujours dans les intérêts des groupes capitalistes. Et ces idéologies-là se retrouvent clairement dans les rapports de l'Institut for Strategic Dialogue. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai retrouvé un rapport qui était sur l'OCCI. C'était en fait un fonds pour payer, en tout cas pour financer
des organismes, des organismes en tout cas civils, pour lutter contre les discours de haine. Et dans ce rapport-là, ça s'appelle le Fonds pour promouvoir le civisme en ligne, qui est en lien avec un projet qui s'appelle les Young Digital Leaders. On ne peut pas l'inventer. Et ce projet-là, à l'époque, a financé une dizaine une dizaine en tout cas d'organismes qu'on retrouve parmi les bénéficiaires du fonds Marianne. Donc, non mais attendez, donc, nous ce qu'on voit, c'est une consanguinité à tous les étages. C'est-à-dire, on a un réseau qui pratique l'entre-soi, même sur le plan sociologique, qui se répartit des financements, qui pense globalement pareil, qui porte un projet de société qui est indépendant de la lutte contre le radicalisme, ou en tout cas qui n'a pas le monopole de la lutte contre le radicalisme. En gros, on a monopolisé les fonds Marianne d'un point de vue intellectuel. En fait, dans ce rapport-là, par exemple, vous avez la question de dire des événements traumatisants pour la population, que ce soit le Covid ou les attentats terroristes, sont des moments où les discours de haine vont circuler. Donc, ils expliquent que ça doit être des occasions pour les pouvoirs publics, mais aussi les organismes privés, pour faire en tout cas un contre-discours, pour organiser en tout cas des réseaux de contre-discours envers ce qu'ils appellent des discours de haine. Sauf que derrière ces discours de haine, encore une fois, derrière ce qu'ils appellent eux-mêmes le complotisme, vous avez en fait juste des personnes qui ont une opinion dissidente par rapport à, on va dire, une doxa macroniste. Dans ces rapports-là, vous avez par exemple, ils expliquent que la mouvance des Gilets jaunes, qui a aussi une mouvance anticapitaliste proche de la gauche, l'extrême droite également, des mouvances identitaires, etc., que tous ces mouvements-là, ce sont des lieux propices, en tout cas des réseaux propices à la désinformation et au complotisme. Et finalement, dans leur idée, le seul axe républicain, c'est, en tout cas, Emmanuel Macron, ou en tout cas, tous les Macron compatibles. Et on voit clairement que le but, c'est d'aller discréditer ces opinions qui sont différentes, en fait, qui sont juste des opinions d'une vision de la société différente. Et derrière l'idée de dire que les Gilets jaunes propagent de la désinformation, que les anticapitalistes propagent de la désinformation, on a vraiment cette idée que finalement, le seul qui est rationnel, c'est toutes les personnes qui vont être proches d'Emmanuel Macron. Oui, alors ça c'est vraiment marquant parce que on voit donc un Gérald Bronner qui nous dit à demi-mot, écoutez, si vous êtes contre Macron, vous êtes à deux doigts d'être un complotiste, ce qui est inacceptable en démocratie. Alors ça glisse. On a vu d'autres organisations, vous avez parlé de l'ISD, mais on a parlé également de l'AFIS, donc l'Association française pour l'information scientifique, qui est une association assez opaque, assez controversée elle aussi, qui se vante de contrôler plusieurs chaînes YouTube ou d'influencer plusieurs chaînes YouTube. On a dans la pyramide de ce système-là, avec l'AFIS, donc, dont fait partie Gérald Bronner d'ailleurs, mais dont aussi faisait partie le très très controversé Frédéric Dardel, qui est impliqué, qui est mis en cause dans l'affaire du charnier de Paris-Descartes, et qui était un personnage très influent sur Wikipédia par ailleurs. Donc on voit aussi la fabrique du consensus, le naming and shaming et le terrorisme intellectuel. Mais on a ensuite des sous-associations. On pense notamment à l'Aztec, qui a été créé, si ma mémoire est bonne, par un certain Gauvry, et qui ensuite a été recréé, et qui aujourd'hui est occupé par un autre personnage controversé qui est Thomas Durand, qui a plusieurs plaintes pénales sur sa personne. Donc nous, ce qu'on voit finalement, c'est un réseau, une sphère du complosophisme en France. On voit également en fait une fabrique du consensus, c'est-à-dire l'impression qu'un point de vue est porté par plusieurs personnes, alors qu'en réalité, il est porté par une seule pensée, un seul point de vue, et on voit aussi ce que les Américains appellent de l'astroturf. Dans le cas de l'AFIS, alors l'astroturf, rappelons ce que c'est le nom d'une marque de gazon synthétique, parce qu'aux États-Unis, quand on a un mouvement d'opposition qui vient du peuple, on l'appelle grassroots, les racines de l'herbe, mais l'astroturf, du coup, c'est une marque de gazon synthétique, parce qu'en gros, c'est du faux gazon, c'est pas les racines de l'herbe, c'est une opposition qui a été payée par des multinationales. Or, l'AFIS, on le sait, a été un organe de défense du glyphosate en France, oui ou non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ils ont été épinglés par il y a un livre très intéressant qui a été fait par des journalistes du Monde
qui s'appelle Les Gardiens de la Raison et qui a parlé du réseau AFIS comme ces réseaux, en tout cas, qui luttent soi-disant contre la désinformation scientifique, qui ont surtout fait de la propagande et qui semblaient avoir des liens assez opaques avec des industries biotechnologiques. Et l'AFIS, globalement, c'est un réseau, par exemple, dont fait partie Gérard Bronner. Oui, Gérald Bronner, Frédéric Dardel, donc mis en cause dans le scandale du charnier Paris-Descartes. On retrouve aussi des suspects habituels, je pense à Franck Ramu ou d'autres personnes comme celle-là. Donc, on voit en fait une sorte de think tank, de réseau d'influence, qui d'ailleurs fait du naming and shaming. Beaucoup de gens qui ont attaqué Alexandra Orion-Caude, le professeur Perron, le professeur Raoult ou votre serviteur sont membres de l'AFIS. Énormément. On retrouve par exemple un autre personnage sulfureux qui est Monsieur Dieguez, qui a eu, dont on peut citer une des grandes citations historiques. Rappelez-moi, parce que je ne l'ai plus en tête tellement elle est merveilleuse dans son exactitude, le problème du complotiste, c'est qu'il croit pouvoir penser par lui-même. On est bien d'accord que ce personnage a sorti ça. Qu'on ne peut pas penser par soi-même. Voilà. On ne peut pas penser par soi-même. Ouais. Ce sont en fait des personnes qui estiment que le peuple est irrationnel, en fait. Et que eux, par contre, ont le monopole de la rationalité. Voilà. Exactement. Alors, il y a des articles intéressants chez l'AFIS, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce sont des personnes qui promeuvent, en tout cas, qui vont lutter contre ce qu'ils appellent le principe de précaution. Oui, voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est un point commun. L'AFIS est un grand think tank contre le principe de précaution. Ça, c'est vrai. C'est vraiment un des marqueurs de cet organisme, encore une fois, opaque et controversé. Lutter contre le principe de précaution sur le glyphosate, sur les injectables, sur les thérapies géniques, sur ce que l'on veut, mais il faut lutter contre le principe de précaution. C'est ça, contre tout ce qui relève de la biotechnologie, c'est-à-dire qu'on peut se permettre, voilà, que ça va sauver l'humanité, que ça fait partie du progrès, ce qu'ils appellent le progrès, et que tout ce qui va critiquer, finalement, c'est souvent biaisé, ou en tout cas, sur le glyphosate, par exemple, quand il y avait eu cette étude qui montrait que le Roundup pouvait provoquer des cancers, en tout cas chez les rats, on a fait toute une attaque du name and shame, encore une fois, pour discréditer le chercheur qui avait publié cette... Oui, alors ce qui est intéressant, c'est bon, on a vu le cas de la Ligue du LOL par ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est que on retrouve les mêmes médias qui vont citer ces personnes. Alors très souvent des médias du groupe Altis, donc Libération ou l'Express. L'Express qui a été condamné en diffamation, hein, rappelons-le. Donc Monsieur Veil, le patron de l'Express, a été condamné en diffamation pour avoir déclaré tout de même que le maire de Goussainville était fiché S. Je ne suis pas avocat, mais j'aurais spécifiquement demandé à un avocat de plaider plutôt l'incitation à la haine raciale, parce que sortir une saloperie pareille, pour moi, ça flirtait avec l'incitation à la haine raciale. Quoi qu'il en soit, il a été condamné, ce qui n'était que justice, mais on sait déjà que cet organisme est particulièrement controversé. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces personnes, ce club, se retrouvent dans l'Express, dans Libération, dans d'autres publications amies, mais surtout prétendent être indépendantes. On peut voir l'Express citer un Gauvry ou un Dieguez ou un Ramu ou un Durand et prétendent qu'ils sont indépendants alors qu'ils font partie de la même sphère et en l'occurrence même de la même association, l'Association française pour l'information scientifique. Donc c'est tout de même un problème, c'est-à-dire qu'on a une fabrique du consensus, on donne l'impression que 6 ou 7 scientifiques, entre guillemets, sont pour un avis tranché, soutiennent une décision, quelque chose, et en fait, ils font partie du même club. C'est-à-dire que si on me citait que des membres de l'Automobile Club à Paris, je dirais vous n'êtes pas représentatif. Et là, en fait, on a une sorte de falsification de la représentativité, puisqu'on présente comme indépendants et distincts 7 ou 8 sources qui sont en réalité des membres du même club. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est... vous avez parlé du blanchiment de fausses informations. On se rend compte, en fait, que ces différents réseaux, ils vont à chaque fois fabriquer des médias, en tout cas vont fournir des sources aux médias, que ce soit de la presse mainstream, alors l'Express, Libération effectivement, mais même le service public, même sur France Info, on les retrouve beaucoup sur Vrai ou Fake avec notre ami Julien Pain. Et en tout cas, ils ont une parole qui est très vue par la plupart des médias. Et derrière ces réseaux-là, vous avez des créations de sources
qui vont finalement alimenter du fichage, Mmh. du name and shame sur le professeur Raoult, sur Idrissa Berkane, sur le professeur Perron, etc., etc. En fait, toutes les personnes qui ont remis en cause les mesures sanitaires. Et en fait, ça va donner l'impression finalement que c'est plusieurs sources qui vont pouvoir se recouper, alors qu'en fait, c'est toujours la même source. Et dans cette stratégie-là, c'est une stratégie vraiment de propagande. Et qui a été encore une fois, recommandée par un cabinet de conseil. Donc on Tout parle à vraiment fait. d'une stratégie qui est organisée, qui est recommandée par un cabinet de conseil, qui fait intervenir plusieurs faux-nez, on peut les appeler décidément comme cela. Alors l'ISD d'une part, l'AFIS d'autre part, l'ASTEC pour une troisième organisation, et puis des organisations qui sont soit défendues, soit proches de Gérald Bronner, le macroniste extrême. Et donc là vraiment, on en arrive à la conclusion qu'on a un petit réseau social, un petit groupe de personnes extrêmement consanguines sur le plan intellectuel, qui ont une vision de la société très précise, qui ont une vision du monde très précise, et qui n'est pas démocratique, on le voit bien. Et ce petit groupe de personnes pratique de l'influence, crée des sources pour discréditer des gens. On a vu donc des attaques contre Alexandra Henrion-Caude, contre le professeur Raoult, contre votre serviteur, contre Perron, etc. Et après font blanchir ces sources qui au départ émanent de blogs ou de vidéos sur YouTube, les font blanchir dans la presse mainstream pour leur donner la possibilité de les utiliser comme source sur Wikipédia, puisque c'est ça l'objectif final. Alors, et c'est pas que Wikipédia, c'est globalement, en fait, on va revenir au fonds Marianne, parce que c'est ça, en fait, on se rend compte que tout est lié. Le fonds Marianne, ça a été principalement utilisé pour des bénéficiaires qui faisaient, pour beaucoup, de l'éducation aux médias. Et l'éducation aux médias, c'est pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire que ça existe des chercheurs, en tout cas des chercheurs en infocom qui travaillent sur comment on va travailler sur, comment on va éduquer, comment on peut travailler sur la critique des médias, etc. Là, c'est une éducation aux médias qui est extrêmement biaisée, c'est-à-dire que le but, c'est de dire que les fact-checkers ont raison, disent la vérité, et surtout comment lutter contre la désinformation sur Internet. Et dans ces rapports d'éducation aux médias que vous retrouvez parmi plusieurs bénéficiaires, c'est toujours la même stratégie. La stratégie, c'est de dire il faut toujours vérifier la source en premier. La source est la personne, en tout cas, qui partage cette information. Une manière, en tout cas, de vérifier la source, c'est de faire une recherche Google. Et si dans ce qui apparaît parmi la recherche Google, il y a des articles qui disent que cette personne partage de la désinformation, eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas l'écouter. Donc, en fait, c'est une manière de vraiment... discréditer. Donc, clairement, on a vu, vous avez, parce que Matt Taibbi, le journaliste qui a révélé les Twitter leaks et qui les a présentés au monde, avait parlé d'un complexe industriel de la censure. Complexe censuro-industriel, complexe industriel de la censure. Et il en avait fait une cartographie tout à fait frappante. Vous, Amélie Ismaili, ce que vous avez publié dans Rechecking, un blog collectif de journalistes citoyens indépendants, que nous soutenons d'ailleurs, eh bien, vous avez démontré qu'il existe un complexe censuro-industriel, un complexe du terrorisme intellectuel, qui inclut l'AFIS, qui inclut l'ISD, qui inclut Conspiracy Watch, qui inclut l'ASTEC, qui inclut la chaîne très controversée sur YouTube, La Tronche en Biais, et que tous ces systèmes-là se citent entre eux, mais c'est vraiment ça que vous avez révélé au final. Alors, il y a mieux que ça. C'est parce que là, vous parlez des réseaux qui sont, on va dire, alternatifs, des réseaux qui vont parler surtout sur Internet. Mais moi, j'ai surtout parlé aussi d'un réseau qui est l'IFCN, l'International Fact-Checking Network, qui est lié à l'Institut Pointers, qui fait, en tout cas, c'était un réseau dont fait partie toutes les rubriques de fact-checking de la presse française. Toutes. Les décodeurs, vrai ou fake, check news, 20 minutes, TF1, vérification de l'info. Oui, c'est vrai que, alors, on a le réalisateur de la chaîne, Thilou Martin, qu'on salue, qui, quand on avait préparé une vidéo, avait voulu vérifier quelques points de fact-checking, et on était tombé vraiment sur des exemples marquants de ce que doit être le rechecking, c'est-à-dire dénoncer le faux fact-checking. Et ce que vous venez de dire illustre parfaitement ça.
parce qu'on a vu les mêmes erreurs et les mêmes mensonges. Alors, 2 exemples. Il est un fait que Joe Biden a fréquenté des membres du Ku Klux Klan dans les années 70. C'est un fait, c'est factuel. Alors, des internautes s'en sont émus. Logiquement, on a tout de même un membre du Parti démocrate éminent, donc de gauche, qui a fréquenté des membres du Ku Klux Klan, qui s'est laissé photographier avec eux. Et on a un billet de fact-checking qui a dit non, c'est faux. On s'est dit bon, bah, ok, c'est faux, très bien. Puis en analysant ce billet, on voit que l'argument c'est il a été dit que Joe Biden fréquentait un grand sorcier du Ku Klux Klan. C'est faux. Il ne fréquentait qu'un cyclope exalté. Ce qui fait toute la différence, comme chacun le sait. Donc, le fact, c'était que oui, Joe Biden avait fréquenté un membre éminent du Ku Klux Klan, que certains internautes l'ont présenté comme un grand wizard alors qu'il n'était que cyclope exalté, et que les fact-checkers ont déclaré que tout était faux, puisque s'il n'est pas grand wizard, il n'est que cyclope exalté, ça élimine tout le reste. Cette erreur, ou plutôt ce mensonge, soyons clairs, ce mensonge qui a été pris par Reuters, on l'a retrouvé dans du fact-checking français, en effet. Et un autre mensonge, c'était sur l'héritage de Klaus Schwab. Donc le père de Klaus Schwab, factuellement, était un industriel qui a fabriqué des lance-flammes pour le Troisième Reich et qui a reçu l'avantage et l'honneur d'être reconnu comme usine modèle du Troisième Reich. On en a les preuves. Et qui a employé de la main-d'œuvre concentrationnaire. Ça, c'est un fait. Et les fact-checkers ont dit « Ah oui, mais non, mais quelqu'un sur Telegram a partagé l'image d'une personne en uniforme nazi qui n'était pas le père de Klaus Schwab. Donc, tout est faux. » Eh bien, ce faux fact-checking qu'on a vu dans le fact-checking américain, on l'a revu en France. Alors que normalement, le métier d'un journaliste, c'est de vérifier et de dire « Ah bah si, c'est vrai, le père de Klaus Schwab était bien un industriel nazi dont l'usine a été reconnue comme usine modèle du Troisième Reich, qui employait de la main-d'œuvre concentrationnaire et qui fabriquait des lance-flammes pendant la Deuxième Guerre mondiale. » C'est pas mal comme CV. Alors, là, ce que vous venez de dire, c'est qu'on a une fact-checking alliance qui est centralisée, que les gens ne vérifient pas, et que la même bullshit qui mérite d'être recheckée aux États-Unis se retrouve à manger comme un bon McDonald's, comme un bon Big Mac en France. En fait, ce sont des réseaux qui font du prêt-à-publier. C'est ça. IFCN, par exemple, ça fait du prêt-à-publier. Mais vous avez pareil chez l'AFP Factuel, ils font du prêt-à-publier. Donc, on a un cas exceptionnel de ce que Bourdieu appelait la circulation circulaire des médias. C'est-à-dire que la même information va être partagée par la plupart des organes de presse. Et dans le cas des fact-checking, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes sujets, ce sont toujours les mêmes thèmes qui vont être fact-checkés, entre guillemets, si on peut appeler ça du fact-checking, par différents organes de presse. C'est-à-dire que la même information, sur le cas, par exemple, de virus fabriqués en laboratoire, vous avez plusieurs articles, des décodeurs, Check News, France Info, etc., ou Conspiracy Watch, qui vous expliquent que c'est une théorie complotiste. Oui, dans le cas de Conspiracy Watch, insistons, qu'il n'y a aucune discussion possible, parce que c'est ça le truc. J'insiste parce qu'on a eu cette défense, cette pseudo-défense qui dit à l'époque on ne savait pas. Mais c'est pareil, quand vous allez sur les articles du Monde, par exemple, Le Monde, on expliquait que ça faisait un consensus, que le virus était d'origine d'une zoonose, ça faisait un consensus absolu. On vous le disait clairement dans l'article du Monde. Et c'est pareil dans les articles de France Info, Check News, etc. C'est-à-dire qu'on explique que c'est une théorie, que l'hypothèse inverse, elle n'est fondée sur rien. Donc c'est ça le terrorisme intellectuel, fondamentalement. C'est créer des sens interdits de la pensée, terroriser tous les gens qui voudraient poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que l'idée d'un contrôle russe de la campagne de Donald Trump ne serait pas une intox ? C'était vrai de poser cette question, et la réponse était oui, c'était une intox. Mais les gens qui posaient cette question étaient terrifiés, étaient soumis à du terrorisme intellectuel. Exactement comme les gens qui posaient la question dès 2003, est-il vrai que Saddam Hussein a des armes de destruction massive, étaient ciblés par d'autres terroristes intellectuels comme Campus Watch de Daniel Pipes. Donc on revoit depuis 20 ans le même phénomène, à savoir du terrorisme intellectuel pour empêcher les gens de poser les bonnes questions, pour empêcher les gens de s'interroger et de comprendre le monde par eux-mêmes. Et vous avez cité un sociologue qui me semble être un peu plus éminent que ce monsieur Bronner qui fait les louanges de Macron,
et qui est donc Monsieur Bourdieu. Et le professeur Bourdieu du Collège de France, tout de même, disait en effet la circulation circulaire de l'information. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression que vous avez plusieurs sources, en réalité, elles font partie du même réseau. Elles se citent entre elles. Bourdieu savait déjà dans les années 80 que c'était une méthode pour faire carrière dans le monde académique. Nassim Nicolas Taleb appelle ça les cercles de citation. Alors, les Américains sont plus vulgaires, ils parlent de circle jerk, que je ne traduirai pas. Mais on a des cercles de citation où des gens se citent entre eux pour se donner collectivement l'apparence de l'important. C'est-à-dire, Pierre valide Paul, Paul valide Jacques, Jacques valide Robert, Robert valide Pierre, et du coup, tout le monde se valide, alors qu'en fait, ni Pierre, ni Paul, ni Robert, ni Jacques ne valaient un clou. Et fondamentalement, dans les récipiendaires du Fonds Marianne, c'est vraiment l'impression qu'on a. C'était ça. Oui, c'est surtout... en fait, ça fait longtemps, si tu veux, qu'il y a des biais dans la presse. C'est critiqué depuis déjà longtemps par Serge Halimi, ça l'était déjà avec Bourdieu, mais je veux dire, ça l'est critiqué maintenant depuis déjà un moment. Il y a un livre que... Serge Halimi du Monde diplomatique, rappelons-le. Oui, c'est-à-dire qu'il y a déjà il y a une cooptation. Le journalisme fonctionne par cooptation, c'est-à-dire qu'on ne va pas critiquer son confrère, etc., etc. Et surtout, c'est un élitisme particulier d'une frange il y a une concentration des médias particulière en France qui fait que l'information, finalement, elle retrouve toujours, elle fait énormément écho, quels que soient les organes de presse. Et là, le fact-checking, c'est encore plus marquant. Parce que derrière ces réseaux de fact-checking, comme l'IFCN, on sait que ce sont des réseaux qui vont former les journalistes là-dessus, qui vont fournir du prêt-à-publier. Et le but, c'est que ces thèmes-là, en tout cas ces faux fact-checking, vont pouvoir être partagés par toute la presse, en tout cas toutes les rubriques. Et l'idée, c'est qu'on va faire comme vraiment une espèce de lavage de cerveau, moi j'appelle ça comme ça, pour discréditer toutes les hypothèses qui étaient en plus à l'époque de l'ordre d'une hypothèse, qui n'était pas de l'ordre d'une fake news, c'est tout simplement une hypothèse, le virus fabriqué en laboratoire. En tout cas, pour discréditer tout ce qui va aller à l'encontre de cette propagande autour des mesures sanitaires, autour de phénomènes politiques qui étaient extrêmement problématiques avec le pass sanitaire, et évidemment de tout ce qui concernait le vaccin. Et là, on retrouve la même chose pour la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que tout ce qui va aller à l'encontre du discours qui explique que finalement, il y a les gentils, les gentils ukrainiens et les méchants russes, que non, les États-Unis ne font absolument pas partie ne font absolument pas de l'ingérence. Enfin voilà, tout ce discours-là qui est complètement, en fait, qui est ridiculisé par même les diplomates qui en parlent, des diplomates tout à fait neutres. Tout ce discours-là, le fact-checking va faire en sorte de dire que non, c'est faux, non, c'est du complotisme, non, c'est du discours pro-russe. Et l'idée, il y a toujours un biais dans ces manières de traiter l'information. Et c'est un biais qui finalement s'est retrouvé plusieurs fois avoir fait de la désinformation, concrètement. Oui, on va conclure là avant de prendre les questions, mais j'ai une question finale à vous poser. A-t-on, selon vous, tiré les leçons de la guerre en Irak ? Puisque là, on a parlé de Campus Watch et des similarités opérationnelles entre Campus Watch, donc organisation ultra controversée, et Conspiracy Watch. Bon, Campus Watch terrorisait intellectuellement les gens qui osaient s'opposer à la guerre en Irak, en particulier les universitaires, parfois agissait pour détruire leur carrière, pour les blâmer, pour les détruire, pour détruire leurs personnages publics. On aurait dû retenir les leçons de cela. On aurait dû retenir en 2003 que des gens qui se sont opposés au discours américain avaient raison, que oui, l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive, que les fact-checkers de l'époque, qui ne se faisaient pas encore appeler comme ça, mais que les terroristes intellectuels de l'époque disaient le contraire. On aurait dû créer un système pour lutter contre cette ingérence. Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette catastrophe d'il y a 20 ans, oui ou non ? Alors, aux États-Unis, je ne peux pas vraiment parler des États-Unis, je ne suis pas spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, le gars de la guerre en Irak, c'était beaucoup moins traité de façon unilatérale par la presse française. C'est-à-dire que vous aviez les deux discours. Vous aviez effectivement ces néoconservateurs qui étaient sur les plateaux télé, mais globalement, il y avait quand même
dans la presse française, que ce soit dans Le Monde, par exemple, ou Le Figaro, même Libération, vous aviez un discours qui allait à l'encontre de rejoindre les Américains et de cette théorie des armes de destruction massive. Sauf que là, en fait, là où ceux qui ont pris leçon de ça, pour moi, ce sont justement les réseaux qui étaient derrière les néoconservateurs. C'est-à-dire qu'ils ont compris que finalement, le journalisme nuancé, c'est problématique. Donc, il faut trouver une manière d'influencer davantage l'opinion publique. Et de faire en sorte que toute opinion contraire soit marginalisée et soit discréditée. Exactement. Et là, on assiste vraiment en tout cas, le Covid, ça a été une période particulière où vraiment on voit que toute la presse s'est fait le relais d'un discours unilatéral par rapport aux mesures sanitaires. Et c'était beaucoup moins le cas avant. En tout cas, avant, il y avait quand même un petit peu plus de nuances. Là, il n'y a eu plus aucune nuance. Et l'idée, c'était vraiment rentrer dans cette logique de discrédit, de discréditer toutes les opinions différentes, de vraiment montrer que le vaccin allait nous sauver totalement. En tout cas, c'était une vision totalement biaisée de la manière de traiter l'information. Alors qu'il faut rappeler que sans pluralisme d'opinion, il ne peut pas y avoir de démocratie. Alors, merci beaucoup Amélie Ismaili. On passe aux questions. On en a reçu beaucoup, mais la première qui se pose immédiatement, pourquoi, est-ce vrai ou pas déjà, mais pourquoi la justice n'intervient-elle pas ? Alors, il y a une information judiciaire du parquet national financier, mais selon Régis de Castelnau, ça va plutôt aller à l'encontre de la commission d'enquête qui a été créée par le Sénat. Par le Sénat, oui. Donc, faisons le point là-dessus. Le parquet national financier était le même qui avait enquêté sur François Fillon. Il a été accusé à plusieurs reprises d'avoir un léger biais macroniste. C'est un euphémisme. La commission d'enquête sénatoriale aurait pu être un peu plus indépendante, plus neutre. Certains, comme Régis de Castelnau en effet, ont clairement déclaré que l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier pourrait être une forme de damage control. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis malheureusement pas spécialiste de ces questions. Je pense que Régis de Castelnau en parle beaucoup mieux que moi. Mais oui, en tout cas, on a vu ce que ça a donné sur le patrimoine de Macron ou sur l'affaire McKinsey. Donc, bon, malheureusement, je pense qu'on peut s'attendre... Mais on a bien deux enquêtes. On a d'une part le Sénat et d'autre part le PNF. Ça vaut ce que c'est surtout que dans la commission, par exemple, d'enquête du Sénat, le sénateur Claude Raynal, qui préside cette commission, explique qu'il y a juste deux associations, qui sont les deux associations qui ont été épinglées par Mediapart et France Télévisions. Il n'y a que ces deux associations qui posent problème et que les autres ne semblent pas avoir posé problème. C'est ce qu'il dit. Et il n'y a pas l'ISD dans cette liste. Il n'y a ni l'ISD, ni Conspiracy Watch, ni Civic Fab, qui est encore une fois une création d'un cabinet de conseil. Là aussi, on a l'impression d'un damage control, parce que un des plus gros scandales, c'est comment 80 000 € donnés par des Français en mémoire d'un martyr français se sont retrouvés en Angleterre pour une organisation déjà financée par les sulfureux milliardaires Gates et Soros. C'est quand même quelque chose. A-t-on les reçus ? Est-ce qu'on a les preuves des dépenses ? Et donc, ça amène la question suivante. Y a-t-il un moyen de porter plainte et que les organismes qui ont touché remboursent les sommes qu'ils ont perçues ? Est-ce que ça a été évoqué ? Je crois que la famille de Samuel Paty l'a évoqué. Oui, alors la famille de Samuel Paty a porté plainte, en tout cas. Maintenant, après, ça, c'est des questions sur lesquelles je ne peux pas me permettre de répondre. Elle l'a fait. Elle a porté plainte. Alors, question suivante. Je pense que c'est complexe. Quels sont les contre-pouvoirs efficaces ? Sans parler de l'aspect pénal, en effet, quels sont les contre-pouvoirs efficaces à mettre en place pour éviter déjà, ne serait-ce que le détournement d'une part, mais après aussi la fabrique du consensus, c'est-à-dire la falsification du consensus, le fait de citer une dizaine de sources qui sont en réalité les mêmes, qui se connaissent entre elles, qui se citent entre elles, qui travaillent entre elles, qui pensent de la même façon, comme des sources indépendantes. Comment on peut lutter contre ça ? Tout simplement en faisant du journalisme citoyen, ou en tout cas des médias alternatifs, ça c'est sûr. Mais ils existent déjà, et d'ailleurs ils fonctionnent très bien sur YouTube. Vous avez plusieurs exemples qui fonctionnent bien sur YouTube, mais le problème, si vous voulez, c'est que ces exemples-là n'ont pas autant d'influence que la presse mainstream, malheureusement.
Donc oui, moi je crois au journalisme citoyen. Je pense que de toute façon, la population, aujourd'hui, vous avez plus de 70% de la population qui est méfiante à l'égard de la presse subventionnée, qui est méfiante à l'égard des médias. Donc je pense que ces personnes-là se retrouvent de plus en plus à chercher l'information sur Internet et qu'elles sont de plus en plus en alliance avec ces médias alternatifs. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle quand on parle des médias alternatifs, parce qu'il y a évidemment il y a à boire et à manger, hein, comme les différents, comme la presse, hein, c'est-à-dire que vous avez du bon journalisme et du mauvais. Il y a aussi de l'éducation effectivement aux médias à faire, de la critique globalement des médias à faire. Et maintenant, lutter contre ça, il faut, je pense, s'allier. Il faut faire davantage de réinformation. Et surtout, ne pas hésiter à les critiquer, ne pas hésiter à dire, à montrer, en tout cas à pointer du doigt à chaque fois qu'on a Pratiquer des infos. fondamentalement la méthodologie du rechecking, c'est-à-dire repasser derrière les fact-checkers. On a vu là, on vous a cité 2 exemples où leur fact-checking était bidon, mais était une tentative de mettre un premier panneau stop à votre pensée et à votre esprit critique. Donc le cas de Joe Biden et du Ku Klux Klan et le cas de Klaus Schwab et du Parti national-socialiste. Mais en vrai, ces espèces de panneaux stop de la pensée, on doit les outrepasser quand on est journaliste citoyen. Ça, c'est clairement la méthodologie que vous prenez. Mais c'est pas juste les journalistes citoyens. Vous avez d'autres des journalistes qui étaient des journalistes avant, qui ont leur carte de presse, qui maintenant en fait sont sortis des réseaux, Comme Didier grands groupes Maistreau. de presse. Ouais. Et vous avez une dissidence. Encore une fois, il y a une dissidence qui existe dans les rédactions. Le problème, c'est une dissidence qui est censurée totalement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas droit à la parole et on la menace clairement de perdre son boulot. Donc c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir une information concrète. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut continuer de lire la presse, mais il faut garder un esprit critique, vérifier les informations, d'où qu'elles viennent de la presse, qu'elles viennent d'un fact-checking, ou qu'elles viennent d'une personne sur les réseaux sociaux ou d'un journaliste citoyen. Il faut toujours vérifier les informations qui sont données. Parce Donc, rechecker la presse, concrètement, rechecker la presse. Si on avait fait ça avec le fact-checking qui était actuel, on aurait vu les biais énormes qui ont été faits par l'AFP Factuel, par exemple, qui vraiment traitait l'information de manière totalement biaisée et qui faisait avec du prêt à écrire et du prêt à publier, comme vous l'avez signalé. Question suivante. Le fonds Marianne avait-il été créé sciemment pour collecter de l'argent pour les fact-checkers et les complotsophistes, ou bien est-ce qu'il était sincère au départ et que c'est ensuite un certain entre-soi? Du résultat de votre enquête, qu'est-ce que vous pensez? Qu'il y avait un certain cynisme d'emblée ou que le cynisme l'a emporté par la suite? Non, c'était un cynisme d'emblée. C'est-à-dire que déjà, dans l'appel à projet, vous aviez déjà cette notion de lutter contre le complotisme. Encore une fois, une notion totalement floue. Et quand je dis floue, c'est que ça n'a aucune valeur même juridique. C'est-à-dire comment se fait-il que dans un appel à projet, on va parler de lutter contre une mouvance sur laquelle on n'a aucune définition sociologique. Donc déjà, ça posait problème. Donc oui, je pense que d'emblée, et surtout quand on voit comment les fonds ces subventions ont été attribuées très rapidement avec des projets. Encore une fois, on a l'exemple d'une page Word avec 7 phrases. Enfin, voilà, c'est complètement... 7 phrases pour 300 000 balles. Enfin, quand on est chercheur et qu'on essaie d'obtenir des bourses de post-doctorat qui valent la moitié de ça et qu'on doit travailler 6 mois pour les obtenir, c'est toujours rigolo de voir que des gens obtiennent 320 000 balles avec 7 pages, avec 7 phrases. Donc, c'est forcément de l'entre-soi. Parce que si tout le monde, s'il y avait eu la procédure d'un marché public, tout le monde aurait pu soumettre sa page Word. Pourquoi celle-là se serait distinguée? Celle-là s'est distinguée parce qu'elle faisait déjà partie d'un réseau social, soyons clairs. Oui, clairement, parce que c'était déjà des réseaux qui existaient et surtout des projets qui existaient. Encore une fois, on a parlé du projet Riposte de Conspiracy Watch, c'était un projet qui existait déjà. Et surtout, ce sont des projets, encore une fois, des bénéficiaires qu'on retrouve dans les rapports de l'Institut for Strategic Dialogue. Les donateurs au fonds Marianne, est-ce qu'ils étaient parfaitement informés de ce que cet argent allait tomber dans un petit réseau consanguin? À mon avis, non. À mon avis, non. Je pense que les donateurs sont allés, en tout cas que l'argent public a été voulu sincère, entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, Marlène Schiappa, à l'époque où elle a parlé de la création de ce fonds, c'était clairement en réponse à l'attentat de Samuel Paty.
C'était clairement en tout cas une volonté présentée de lutter contre le radicalisme religieux. Alors justement, ça nous amène à la question suivante. Est-ce que le fonds Marianne a été utilisé pour lutter concrètement contre la radicalisation en ligne, ou bien l'argent a été distribué massivement pour de simples vidéos préventives sur YouTube? Le résultat de votre enquête, c'est quoi? Quelle proportion, selon vous, a été utilisée pour vraiment lutter contre le radicalisme? Alors je dirais un petit peu au pif, je dirais 30%. Il y a quand même des contenus qu'on fait en tout cas de la lutte contre des mouvances islamiques. Il y a qui ont fait d'éducation auprès de jeunes de cité, etc., etc. Alors maintenant, ces associations, j'ai pas de raison de penser qu'elles ont mal fait leur travail. Mais en tout cas, oui, il y a des contenus qui ont été produits contre le radicalisme religieux, c'est vrai. Maintenant, il y a quand même, je pense, en tout cas, à mon avis, une majorité de contenus qui n'avaient absolument rien à voir avec ça. Absolument rien à voir. Et surtout, même à l'intérieur de ces contenus, on a un biais politique énorme. Comment se fait-il que cet argent a été fourni à des bénéficiaires qui étaient ouvertement macronistes, qui faisaient ouvertement de la propagande politique? Ça pose question. C'est-à-dire, est-ce que le but, c'était pas d'éduquer, en fait, au lieu de faire d'éducation citoyenne, c'était pas finalement de faire un lavage de cerveau? Absolument, on doit poser cette question très clairement. Est-ce que le résultat du fonds Marianne n'était pas plutôt d'éduquer à la conformité macroniste, dont le sociologue compliqué, on va dire, pour pas dire controversé, parce que ce serait lui faire trop d'honneur, mais le sociologue compliqué, Bronner, nous dit à demi-mot qu'un défaut de conformité macroniste est le premier pas vers le complotisme. Donc est-ce qu'on n'a pas l'impression que le fonds Marianne n'aurait pas été employé pour faire des cours de conformité, de mise en conformité à la pensée macroniste ou à la pensée Macron-compatible, plutôt que de lutter très clairement contre les causes qui ont mené à l'assassinat de Samuel Paty, lesquelles causes d'ailleurs impliquaient aussi, comme on le sait, l'administration sur place. Et on sait que ce professeur courageux avait alerté à plusieurs reprises qu'il n'avait pas été écouté. C'est ça aussi que le fonds Marianne aurait dû étudier, aurait dû essayer de comprendre comment la bureaucratie a pu ignorer ces appels. Du coup, question suivante, quel est le rôle de l'opposition? On est en démocratie, normalement, si on était en démocratie, normalement, il y aurait une opposition, et une opposition qui critiquerait le pouvoir, c'est le jeu, même Mitterrand en parlait très bien, il disait, voilà, vous avez l'opposition. Pourquoi l'opposition n'a pas analysé ça? Si vous me dites, vraiment, la totalité des bénéficiaires du fonds Marianne étaient Macron-compatibles, voire Macron-fanatiques, ce qui est d'ailleurs un comble pour la lutte contre le fanatisme, etc. La totalité des récipiendaires, des gens qui ont bénéficié du fonds Marianne étaient Macron-compatibles ou Macron-fanatiques. La question maintenant, c'est que la totalité, non. Alors, la majorité. La majorité, je dirais la majorité. Mais soyons clairs. Y a-t-il un opposant à Macron qui a bénéficié du fonds Marianne, un opposant ouvert? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des bénéficiaires qui se revendiquent apartisanes. Donc c'est en allant chercher. Ils ont critiqué Macron. Est-ce que parmi les bénéficiaires, il y a quelqu'un qui a critiqué quelque part Macron? Non, mais elles vont vous répondre que c'est pas le but. Oui, ils ont critiqué d'autres. Parmi les bénéficiaires, vous avez parmi les bénéficiaires des gens qui ont, en tout cas des articles qui ont ouvertement fait de la propagande pour Emmanuel Macron. Ça, c'est clair et net. Ok. Alors pourquoi l'opposition, si elle existe, ne s'en empare pas? Après tout, peut-être déjà tout de même la commission parlementaire, la commission sénatoriale, on peut tout de même la citer, dire après tout. Je ne sais pas quels sénateurs se sont emparés de ce dossier. Oui, mais si, vous avez alors Anne Hidalgo, comme elle a été épinglée par une des vidéos d'un des premiers bénéficiaires, a porté plainte aussi. Globalement, en tout cas, après l'article. Anne Hidalgo n'est pas du tout dans l'opposition. Non, mais si vous voulez, c'est que en fait, il n'y a pas l'idée que c'est, on dit clairement que c'était des bénéficiaires macronistes. En fait, ce qu'a dit Mediapart plus ou moins, c'est que ça a servi à critiquer des opposants de gauche. La réalité, c'est que c'est pas juste des opposants de gauche, ce sont tous les opposants globalement à Emmanuel Macron. Et c'est surtout des critiques d'opinion et de vision de la société. C'est que de les critiquer en étant financés par le fonds Marianne, c'est pratiquer un amalgame de faits entre ils s'opposent à Macron et en quelques bandes, en quelques coups, ils sont quasiment un petit peu
à demi-mot responsable du drame Paty. Parce qu'au fond, c'est ça. Si Mediapart déclare cet argent a en partie servi à financer la critique d'opposants de gauche à Macron, bah, on peut critiquer des opposants de gauche, mais utiliser des fonds Marianne pour le faire, c'est dire à demi-mot, vous devriez être un petit peu responsable tout de même de vos conneries. C'est à cause de vos conneries que Samuel Paty a été martyrisé. Donc, il est là le problème fondamentalement. On a le droit de critiquer ses opposants, mais les critiquer avec un fonds qui est collecté spécifiquement en la mémoire de Samuel Paty, ça pose un problème grave. En tout cas, il y a vraiment l'idée de montrer que le complotisme, que les discours de haine, que les opposants à la vision néolibérale d'Emmanuel Macron et des globalistes, ça alimente de la haine et au final, le risque, c'est qu'il y ait du terrorisme. Il y avait déjà le déshonneur par association. C'est ça. Il y avait déjà ce discours-là autour des Gilets jaunes. On expliquait que les Gilets jaunes, c'était un peuple irrationnel, qui savait, qu'il y avait beaucoup de désinformation, qu'il y avait du complotisme, et finalement, les Gilets jaunes, ça peut se transformer en un groupe violent. Et ce qui est dit par ces rapports-là, c'est que les événements terribles comme la tragédie de Samuel Paty, ce sont des événements qui vont attiser la haine, et que attiser cette haine-là, ça finit par aboutir à du terrorisme concrètement. Donc oui, c'est un terrorisme intellectuel, mais c'est surtout une manière de faire, encore une fois, pour moi, c'est un lavage de cerveau qui a été utilisé derrière ce fonds Marianne. Et oui, c'est de montrer que c'est une mouvance dangereuse, que les personnes qui s'opposent, qui font de la réinformation sont dangereuses, et que les personnes qui critiquent le pouvoir peuvent être concrètement dangereuses. Ils sont à la première étape, ça on l'a vraiment bien compris. Un des grands résultats, une grande chose qui ressort des sécrétions, je préfère dire sécrétion que publication, des bénéficiaires du fonds Marianne, c'est que toute critique du pouvoir est le début d'un caractère pendable, et le début d'une condamnation, et le début de la responsabilité dans les drames de ce monde. Amélie Ismaili, merci infiniment d'être intervenue sur notre chaîne, de nous avoir informés, d'avoir pratiqué le rechecking, d'avoir vérifié le discours médiatique, d'avoir fait du journalisme citoyen. Je ne peux vraiment que vous citer comme rôle modèle, comme on dit de nos jours, fait créer toutes et tous qui nous écoutez ici des coopératives de presse, car le pouvoir médiatique est trop important pour être laissé à quelques grands détenteurs de médias. Il nous faut un journalisme citoyen. Nous ne pourrons pas récupérer notre démocratie sans un journalisme citoyen indépendant. Amélie Ismaili, merci beaucoup. Je vous donne le mot de la fin. Je pense que vous avez tout dit. Pour moi, il faut surtout, la manière pour moi de lutter contre ça, c'est d'arrêter de penser. Derrière ce discours qu'il y a dans ces idéologues, il y a l'idée que le peuple est irrationnel. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, tout le monde peut faire du journalisme. Il y a des manières de s'informer, de garder un esprit critique. Et il faut absolument faire confiance à son esprit critique. Il faut non pas ne pas écouter, mais faire confiance à son esprit critique, c'est-à-dire lire toutes sortes de sources, respecter le pluralisme qui est un socle de la démocratie, et quelle que soit la source, garder cet esprit-là et se faire confiance finalement. Moi, c'est ça que j'espère, en tout cas. Derrière le journalisme citoyen, c'est de dire on fait confiance au peuple. Voilà. Et moi, j'espère qu'on vous a entendu. Amélie Ismaili, merci beaucoup. Merci à vous.